Nous sommes là à Soizé, un petit village du sud du Perche, dans le Perche-Gouët. Philippe, quand on a voulu faire un film sur les hommes et les femmes du territoire, c'est un peu la richesse du territoire d'ailleurs, on a souhaité te rencontrer parce que tu as eu de multiples vies. Nous, on pense que la richesse, elle est là, elle est dans les multiples vies, ton engagement, dans le sport, dans le culturel. Et à travers ce que tu as vécu, tu as rencontré des personnes et des gens qui ont fait ou font encore la richesse du territoire. Et c'est un peu pour ça qu'on veut t'interroger. Tu es un peu notre fil rouge sur les rencontres qu'on va faire au fur et à mesure. Oui, Soizé, effectivement, n'est pas une commune qui m'est complètement étrangère, puisque ma grand-mère était née aux Sausses. Ma mère est née aux Croisettes, ça c'est sur la commune de Soizé. Mes grands-parents ont tenu un tout petit peu la ferme des Guillandières avant de s'installer définitivement sur Othon-du-Perche, donc pas très loin d'ici, ce qui m'a permis de connaître le magasin de vêtements de Soizé, le maréchal Ferrand, donc effectivement quelques souvenirs ici. Et mes grands-parents ont beaucoup plus vécu sur Othon-du-Perche, ce qui fait que j'ai plus connu les gens de ma génération ou un peu plus âgés que moi d'Othon-du-Perche que de Soizé. Mon origine paternelle, elle est complètement différente. 1942, ma mère travaille à Nogent-Rotrou dans une petite usine qui s'appelle l'usine Florimond à l'époque. Et elle habite chez une tante à rue du Turé à Margon. Et au-dessus, il y a une batterie de DCA avec des Allemands. Et parmi les Allemands, un Alsacien, mon père, qui était morse dans cette batterie de DCA. Le même âge, un homme, une femme. La guerre, mais après la guerre, rien n'a empêché qu'ils se retrouvent après des envois de lettres qui n'étaient pas réguliers, bien évidemment, pendant cette période de guerre. Et mon père est revenu à Nogent-Rotrou en 1946, où ça n'a pas été très évident, puisque quand on a porté le costume allemand et qu'on est au lendemain de la guerre, il faut bien s'imaginer que ça n'a pas été sans difficulté. Mon grand-père étant à la ferme de la Binetterie, la ferme des Murailles à côté, c'était la famille Pichard. Yanni Pichard a été maire à Othon-du-Perche. On s'est connus à relever des gerbes derrière la moissonneuse Lueuse. La fin de carrière, mon grand-père ne s'était pas mis au tracteur, mais donc il donnait à l'époque 2 heures de bras contre 1 heure de tracteur avec Marcel Pichard. Donc c'était des relations de bon voisinage, d'intérêt commun, de partage, qui bien sûr laissent des souvenirs indélébiles. Des souvenirs qui aujourd'hui, quand je vais sur le marché d'Othon-du-Perche, et les souvenirs que j'ai de cette prime enfance, on voit que la roue a tourné et que le dynamisme qui existait à l'époque, où tous les agriculteurs se retrouvaient près des terrasses de café, n'est plus d'actualité. Les magasins de la place du marché ne sont plus là, de la rue Basse non plus. Au pont des Bordes, le café. Il y avait aussi un maréchal Ferrand, il y avait un électricien, il y avait un photographe, il y avait dans la rue Basse, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait 2 bouchers, 2 charcutiers. Autre époque.
C'est un peu le sort de beaucoup de petits villages. Autour du Perche n'échappe pas à et c'est une de mes craintes aujourd'hui. Et tu ne connais pas le musée de l'insolite de Pierre Marzorati, qui est à Lignerolles. Il avait avant un musée des anciens commerces, qu'on retrouve d'ailleurs au Muséal de Tourouvre. J'y suis allé une fois quand il était dans sa version initiale, mais depuis qu'il est effectivement à Tourouvre, je n'y suis pas allé. Beaucoup de personnes m'en parlent en bien. Je crois que je comble cette lacune. Je suis arrivé dans la région de Mortagne en 1977 pour des raisons professionnelles. Et donc ça va faire maintenant 40 ans que je suis dans la région. Et si on doit parler de l'existence de ce musée de l'insolite, cela est sans doute lié à mon expérience professionnelle, puisque j'ai démarré dans une société qui n'existe plus aujourd'hui, qui était les comptoirs modernes. On est dans les années fin 60. Et c'était justement cette époque où le petit commerce rural commençait à disparaître. Et je me rendais bien compte du changement de société qui se mettait en place. L'idée du musée, elle a commencé quand je suis venu à Mortagne. J'ai commencé à faire ma première exposition atmosphère d'une épicerie à l'ancienne. Voilà. Là, 85, j'ai dit, il faut que je donne une autre dimension à ce musée de l'épicerie. Et j'ai trouvé donc ce local qui a été pendant presque un siècle le café, restaurant, épicerie, hôtel du village. 2010, la collection du musée de l'épicerie a totalement disparu et a déménagé à Tourouvre. J'avais quand même des réserves, et entre autres donc des collections qui n'étaient pas présentées dans le cadre du musée de l'épicerie, puisque j'étais très attaché, si vous voulez, à des scénographies de magasins. Le musée de l'insolite comporte des scénographies un petit peu plus fantaisistes. Il y a des porte-jartelles. Alors, qui est-ce qui ne fantasme pas, si vous voulez, devant les porte-jartelles, surtout devant le porte-jartelle de la Gaine de Scandale. Mais par contre, sur le plan historique, je présente plus, je parle des porte-jartelles pour hommes, mais les jartelles pour les chaussettes. Et ça, si vous voulez, voilà un truc amusant, parce que vous voyez en haut, là, vous avez un porte-jartelle chaussette, Chambord, dans son écrin. Je parle des pieds nickelés, donc les gens s'interrogent, mais pourquoi bon, bien sûr, il y a une génération de gens qui connaissent Riboudingue, Filochard et Croquignol. Mais la particularité, c'est que les pieds nickelés ont été inventés, ont été créés, viennent de l'imagination d'un monsieur qui s'appelait Louis Forton. En 1907 exactement, démarrage des pieds nickelés dans le journal de l'Épatant. Et pourquoi je vous parle de Louis Forton? Parce que Louis Forton était originaire de C. Et il fait partie des personnages célèbres de l'Orne. Moi aussi, je suis surpris des fois d'envoyer avec cette... alors des fois, c'est des hasards de collection. Vous avez l'écho de l'Orne. L'écho de l'Orne, là, je sais pas, je dois avoir 2000 ou 3000 échos de l'Orne. C'est les invendus de l'écho de l'Orne des années 50 et 60. J'ai voulu mettre une certaine densité d'objets dans l'entrée. Hein. Et puis aussi, j'aime bien ces mannequins, la présence des mannequins. Dans mon esprit, vraiment, je ne vends rien. Si vous laissez, on me répète assez souvent cette question, mais est-ce que vous voudriez vendre un objet comme ça? Il n'en est pas question. Vous vendez du plaisir et de l'émotion. Je vends, oui, vous avez raison, c'est ça, c'est de l'émotion.
On vient de voir le comice agricole à Auton-du-Perche, c'était dans les années 60. Il y avait beaucoup de fêtes à cette époque-là. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des fêtes qui te marquent ? Oui, il y en a une encore, hein, la Bourbonnaise. Il ne faut peut-être pas que je parle trop de Margon, mais une des rares histoires qui existent encore, c'est qui a une base pseudo-historique. Historique, on ne saura jamais. Si on écoute Alain Morin, c'est une transmission orale remise, transcrite par une Madame de Pizieux longtemps après, qui fait référence à des manoirs du secteur. Et chaque année, on brûle effectivement à la Bourbonnaise encore un mannequin qui est le symbole d'une femme qui a fait un faux, qui a provoqué un mariage impensable et qui a été condamné, pendu et brûlé sur la place publique, ce qu'on perpétue chaque année le dernier dimanche de juin avant de faire la fête, tirer le feu d'artifice. On va essayer au niveau de la commune de Margon de faire perdurer cette tradition pendant encore des décennies. Il y a d'autres fêtes, la fête des laboureurs et puis la fête de la Saint-Jean. Je crois qu'un peu partout on essaie aussi de relancer ça. Oui, alors la fête des laboureurs marque l'huilerie, mais avec l'aide aussi des frères Levaux et d'un groupe finalement dynamique à Coudray-au-Perche, a réussi à lui redonner ce dynamisme qui est un exemple pour beaucoup de communes du Perche. Avis à la population. L'intérêt, donc, c'est de maintenir la vie dans les villages ruraux parce que aujourd'hui on pense urbanisation, etc. Et il y a une richesse dans les petits villages, dans tous les petits villages. Et il faut maintenir cette richesse. Il y a plein de bonnes volontés, il y a beaucoup de choses à faire et c'est ce qu'on souhaite donc ici préserver avec ce type de fête. C'est devenu une fête, une des plus grandes fêtes du Perche, je crois. Et on en est fiers. Ça permet de fédérer les jeunes, les anciens, de mélanger tous les genres. Et c'est formidable pour un petit village. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et 7. Il faut que je redise que la musique traditionnelle qu'on jouait dans le Perche et qu'on continue de jouer fait partie de la richesse du territoire. Merci madame. Donc 7,86. Pays du Perche, c'est la revue d'une association qui s'appelle les Amis du Perche, qui fait la promotion de la culture percheronne. La promotion d'une culture large, c'est-à-dire patrimoniale aussi bien du bâti que de l'environnement. On s'est attaché avec cette revue qui existe depuis 2004 à faire un objet plus grand public. Depuis plus de 60 ans, les Amis du Perche éditent les cahiers percherons, qui sont des monographies historiques, donc le résultat d'un travail de recherche historique. Et en 2004, le président des Amis du Perche, qui est un journaliste, a voulu créer cette revue pour s'ouvrir à un public plus large. Et donc l'objet de la revue, c'est d'intéresser les percherons, les résidents secondaires, les touristes, à ce qu'est le Perche dans son acception, au fond, la plus large. Évidemment, c'est très important pour nous de fabriquer dans le Perche. Donc, on est aujourd'hui ici à l'imprimerie Pau, qui est une excellente imprimerie quadri, une des meilleures en France probablement, et qui se trouve être dans le Perche, donc ça tombe bien. On a un groupe de 3-4 photographes qui sont les photographes piliers de Pays du Perche. Le premier est l'historique, en fait, c'est David Commenchal qui a finalement commencé sa carrière de photographe à Pays du Perche. Le deuxième photographe pilier de Pays du Perche, c'est Frédéric Chéhu. Il est entre autres spécialisé en architecture. Je vis dans le Perche depuis bientôt 15 ans. Je suis photographe, auteur, journaliste. J'étais médecin au départ et j'étais passionné d'équitation. Et à la fin de mes études, pendant mes études, j'ai déjà fait des photos. J'ai fait une école de journalisme et de la photo pendant toutes mes études. Et à la fin de mes études, j'ai trouvé ça
plus intéressant, il faut dire que c'était la grande époque à l'époque pour la photographie, de devenir photographe. Au début, photographe équestre, j'ai dirigé Cheval Magazine pendant 10 ans. Et puis en 1999, je suis devenu photographe indépendant. Rapidement, j'ai commencé à collaborer avec la revue Pays du Perche et à illustrer leurs articles. Et puis, de plus en plus, je me suis investi dans le Perche, dans les images notamment d'architecture, de paysages et les portraits. C'est un endroit qui est assez proche de Paris, donc qui est très pratique, tout en étant à la campagne, dans un cadre de vie idyllique, et en ayant sur place, évidemment, des sujets photographiques magnifiques. Eh bien, j'ai essayé de faire une photo du Porche de Belém, ce qui est un peu difficile parce qu'effectivement, il est en contre-haut, on est en fait en contre-plongée. Le Porche de Belém, c'est vraiment l'emblème de cette ville close, c'est ce qui la symbolise. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes très bons dans le Perche, professionnels. Patrick Barre, qui est un écrivain et un photographe assez célèbre et qui vit ici et qui participe avec nous depuis plusieurs années à Pays du Perche. Bruno Clergue, qui est aussi un photographe assez connu, qui vit dans le Perche et qui donne un coup de main, Philippe Schlinger, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes très bons dans le Perche, professionnels, qui travaillent ailleurs et qui viennent contribuer à Pays du Perche. Je suis photographe de formation. J'ai créé mon studio photographique en 1987, ici à Nogent, ma ville de naissance. J'ai toujours voulu rester ici et donc j'ai créé cet atelier qui s'appelle Atelier NBC. Tu as certainement des photos un peu fétiches. Tu peux nous en montrer, ou on est peut-être proche d'une photo fétiche qui a un souvenir pour toi? Oui, une photo intéressante, c'est ici dans le Perche, on a eu la chance d'avoir un Pierrot Elixir qui était un membre fondateur du Velvet Underground avec Andy Warhol et Lou Reed dans les années 60. Et j'ai eu la chance de le connaître, enfin la chance si on veut, si c'est une chance quand même, le voici, ça s'est photographié chez lui après au du Perche, au début des années 80. Un visage. Oui, un personnage. Sinon, dans la région, j'ai bien aimé photographier les gens à une période, les locaux, comme je l'appelais, les indigènes, les autochtones. Et donc ici, Simone Vérité, qui tenait un petit commerce à Soinceau-au-Perche, au Carrefour, à Soinçay. Dans ce sous-corps, dans les années 80. Très gentil, agréable, voilà. Bon, il y en a plein d'autres. Dans les cafés, il y a aussi... par exemple, Madeleine qui tenait le café de Saint-Beaumer. Voilà. Madeleine Sinault, son café s'appelait le Casino. Le Casino. En fait, on allait au Casino. Tout à fait. On allait chez Madeleine Sinault. Et derrière toi, je vais la prendre, on a peut-être 2 secondes. Voilà, c'était le Café Sinault, et c'est pour ça que tout le monde disait on va au Casino. Le Casino. Casino, voilà. Café Sinault. Odile, tu travailles avec ton mari, Pascal, au sein de cette entreprise NBC. Et vous réalisez en partie, depuis quelques années, le Pays du Perche et le numéro 30 dont on parlait tout à l'heure. Quelle est ton activité? Que fais-tu, toi, pour ce numéro 30? Moi, je fais la maquette, c'est-à-dire la mise en page. Je veille à ce que les textes soient bien positionnés avec les images. Et puis, je choisis les images pour la plupart. On voit à l'écran une page d'ailleurs du numéro 30. Oui. Et donc une fois que tu as mis en page, est-ce qu'on est prêt pour l'impression à ce moment-là? Ah non, pas tout à fait. Il faut relire, il faut faire une dernière vérification. Et après, c'est imprimé. Donc après, on passe à l'imprimerie. Donc vous, votre travail s'arrête là. Voilà. Oui, tout à l'heure, en parlant du domaine culturel, on évoquait la façon dont tu as abordé ce domaine. Et c'est par la musique, je crois. Oui, j'ai de la musique, j'en ai fait effectivement. Et la famille Ruhlmann, mon frère et moi-même, on en a fait beaucoup. Lui, beaucoup plus que moi, bien évidemment. Ça m'a permis, à travers la musique, de connaître un certain nombre de musiciens du secteur. Jean-François Leroux, à travers Tradar.
Parlons de Dolon, dans la Sarthe. Dolon, oui. Un musée exceptionnel. C'est pas loin d'ici. Et c'est vraiment un lieu où il faut aller. Bonjour, nous sommes à Dolon, là, au musée de la musique mécanique, que j'ai commencé vers 2003. Et maintenant, j'accueille le public depuis pas mal d'années. Mais je prends ma retraite cette année, par contre. Mon intention, c'était de montrer au plus de gens possible tous les instruments que j'avais chez moi, entassés les uns sur les autres, et puis de pouvoir les mettre en valeur. J'ai commencé la collection vers 18 ans, ça fait à peu près 45 ans. J'ai entassé au fur et à mesure des années, et puis maintenant, il y en a encore dans les greniers, dans les caves. Hein. On en a 770 normalement, 770 trésors. Scopiton, un jukebox des années 60, 63 celui-là. C'était des jukebox à film, avec des films 16 mm, comme ça. L'ancêtre des clips vidéo, à part que ça ne s'appelait pas encore des vidéos, et ça ne s'appelait pas non plus des clips d'ailleurs. Mais le principe était le même. Alors on mettait 1 franc, ou 100 anciens francs. Comme ça. Ça va chercher le film. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Alors on a un piano Magnan Frères qui a été fabriqué à Nogent-le-Rotrou, un piano automatique, un basse-string. On mettait 2 tunes dans le basse-string, l'ancêtre des jukebox dans les bistrots. Nogent-le-Rotrou, c'était une grosse usine de piano mécanique. 2 tunes dans le basse-string. Nipper, c'est le chien de la voix de son maître. C'est le vrai chien s'appelait Nipper dans la voix de son maître. Et du coup, c'est devenu l'emblème la plus connue du monde après, le chien de la voix de son maître. Le vrai est enterré en Angleterre. Il n'aime pas trop la musique d'ailleurs, parce que des fois, quand on met un ordre de barbarie, il se met à gueuler. Ça fait trop beau. Je suis Madame Florence Pasquet, j'habite à Évaillé. Et du coup, je prends la suite de Monsieur Corbin pour en tout cas animer les visites. Ce qui me plaît, c'est les sons, voilà, l'histoire en fait de la musique et du coup de pouvoir réécouter tel ou tel instrument, parce que tous les instruments on les fait fonctionner pendant la visite. On crée vraiment chez les gens un retour en arrière, peu importe les générations, parce que voilà, et c'est joli. Le grand plaisir, c'est de voir les gens heureux. De voir les gens heureux, les maisons de retraite qui repartent en courant, qui arrivent en fauteuil roulant, qui repartent en courant. C'est lourd d'ici. Ça permet aussi, à travers la musique, de connaître, faire le lien avec d'autres associations, à travers la Fédération des œuvres laïques, à travers le théâtre. Il y avait du théâtre à l'époque. Le théâtre Buissonnier, bien sûr, après, qui est un incontournable des années 80 et postérieurement, avec un lieu incontournable, avec la baraque. L'objet du théâtre Buissonnier, c'est d'implanter une compagnie professionnelle qui pouvait proposer des spectacles, qui vit aussi les artistes vivent de leur métier, mais en même temps partage avec le public nogentais des ateliers, un certain nombre d'événements. Dire que le théâtre Buissonnier est une richesse du territoire, c'est peut-être être un petit peu prétentieux. Par contre, je pense qu'on est un vrai espace ressource. Tout ce qui est fait au théâtre Buissonnier est toujours proposé par des artistes, mais aussi le métier, qui s'impliquent aussi personnellement sur des propositions artistiques. Aujourd'hui, il y a une autre association qui s'appelle La Porte-et-Voix, avec une structure, et c'est Rose, qui est ancienne comédienne, mais de chez nous, qui a quitté le plateau, qui est chargée au sein de cette association de mettre en place ce festival. Mais toute la partie de programmation artistique appartient maintenant, et ses choix appartiennent à cette association. Alors la boîte à outils, c'est un atelier associatif où on a des machines de menuiserie et de métallerie. Alors à l'origine, là, il y a maintenant en plus un atelier vélo et un espace couture. L'idée, c'est de donner la possibilité à chacun de faire par lui-même, en fait. On se repose effectivement sur toutes les richesses du territoire et toutes les compétences que chacun peut amener, aussi bien en tant qu'adhérent pour venir apprendre, qu'en tant que bénévole, par exemple, pour venir transmettre. On apprend plein de choses, notamment le travail du bois, le travail du métal,
mais aussi se servir des outils portatifs et des gros outils, des grosses scies par exemple qu'on n'a pas chez soi, donc ça c'est très chouette. Et puis beaucoup de convivialité. C'est complètement une richesse, oui, pour le Perche et pour la région, pour nos gens, pour tous les gens autour, etc. Et même des gens qui viennent de loin. Hein. Donc ça c'est le projet sur lequel je travaille. C'est un habitat démontable, à la fois donc habitation et lieu de spectacle. Je suis reparti sur le même principe de structure que la baraque, c'est-à-dire c'est une structure circulaire avec une ceinture en haut qui ferme et des membrures de toiture qui viennent s'appuyer sur la ceinture. Les locaux de la boîte à outils sont des locaux municipaux qui sont mis gracieusement à disposition par la mairie. Et aujourd'hui, c'est la fête de la récup, donc en partenariat avec la ressourcerie, la maison du tertre, le Sictom et la Ludo Perche. Voilà, donc gros événement. Et tout l'après-midi, les courses de caisse à savon qui vont dévaler la côte du Tertre. Sans les associations, la vie sociale d'une ville comme la nôtre et de notre territoire serait totalement appauvrie. Ils ont un rôle éducatif, un rôle de lien social, un rôle de divertissement. C'est vraiment même, je dirais, probablement avec l'activité économique, ce sont les deux sources de la vie d'un territoire. Tu parlais hier de l'environnement, nous étions à Soisé et on avait imaginé que l'environnement préservé, parce qu'on est dans des lieux préservés dans le Perche, ça pouvait permettre de développer des activités comme le tourisme. On a tout près d'ici la base de loisirs, sur Margon, même si c'est quelque chose qui est géré par Nogent-Rotrou et la commune de Margon. Point de départ de dizaines de kilomètres de randonnée, aussi bien VTT que pédestre, des possibilités de faire du cheval sur les chemins de la région. Les Sentiers du Perche, une vieille association qui est là sur le secteur depuis 35 ans. La randonnée, c'est un lieu de partage, de convivialité, un lieu aussi d'échange de tout ce qui peut se passer tout autour de ce perche. C'est une association qui œuvre 5 jours sur 7 sur les circuits tout autour de Nogent-le-Rotrou dans un rayon de 20 km. Le but, c'est de faire partager la découverte de la nature et du patrimoine qui est riche, beaucoup de manoirs, beaucoup d'histoires avec les Rotrous, beaucoup d'histoires avec la dernière guerre, entre autres avec le maquis de Plainville, ce qui est basé sur pas très loin de la vallée de la Vinette, qui est un lieu aussi un peu particulier parce qu'on a une petite église qui est Saint-Hilaire-des-Noyers avec un oratoire qui était autrefois un lieu de pèlerinage pour les mamans qui devaient accoucher dans l'année. La prochaine rando, c'est lundi. Toute la semaine, les 5 jours vont être bien chargés à nous tous, animateurs. On sait très bien que l'agriculture demain embauchera encore moins qu'aujourd'hui, avec des étendues qui seront encore plus grandes par agriculteur. Donc si on veut survivre, il faudra trouver d'autres pistes. Le tourisme est une de ces pistes, effectivement. Office de tourisme du Perche, bonjour. Oui, bonjour madame. Bien sûr. Oui, c'est la sortie du 1er juillet. L'Office de tourisme est là pour mettre en lumière et faire la promotion effectivement de toutes les beautés des villes et des villages et des paysages de Nogent et des autres communes du Perche. À Nogent, par exemple, on fait la promotion du château, un superbe château médiéval, un des plus anciens de l'Europe et des mieux conservés. Dans nos missions d'office de tourisme, nous avons aussi à travailler sur tel circuit pédestre, tel parcours en VTT ou à vélo électrique, comme il y a derrière. Vous avez aussi la promotion du cheval percheron, qui ne quitte pas nos esprits quand on parle du Perche. Oui, ça nous amène à des liens donc, avec les acteurs économiques du territoire.
Nous sommes là pour soutenir les actions des communes en faveur de leur promotion. Donc cette édition est la première sur les vallées de la Berthe. L'objectif étant de mettre en valeur les ressources communales, autant les ressources humaines que les ressources de savoir-faire et les productions locales. Je suis Bertrand de Monico, le maire de Trizé-Coutretot-Saint-Serge, commune de près de 500 habitants, absolument géniale, avec 3 pôles, un à Saint-Serge, l'autre à Trizé et l'autre à Coutretot. Tous les habitants doivent absolument ingurgiter, s'imprégner du patrimoine, de leur patrimoine, qu'il soit culturel, qu'il soit bâti, naturel et humain. Nous sommes arrivés ici il y a 9 ans parce qu'ici, mais au temps du Perche, nous avons acheté un gîte pour les vacances. Parce que j'ai toujours l'envie de venir ici pour chercher une maison. Nous aimons beaucoup le Perche, nous aimons beaucoup les promenades dans les collines. J'aime la maison, les maisons vieux et les collines. Et les champs, et les fleurs. Nous l'aimons le Perche beaucoup. À travers le tourisme, on a aussi d'autres richesses. Il y a l'environnement, bien entendu, parce qu'on vient au vert, mais aussi on y admire un peu de patrimoine. C'est la petite fenêtre qui est là-bas. On voit un enduit un peu plus clair, qui a besoin de se patiner un peu. Et donc là, du coup, on a ouvert un gîte il y a un peu plus d'1 an. Et on a aménagé une roulotte des années 30 dans laquelle donc, on fait de l'accueil. Alors sachant que c'est Julien qui prend le relais au niveau hébergement, accueil. Avec quand même beaucoup de monde qui vient visiter le coin. Puis comment dire, dans le Perche, c'est vrai qu'on est sur des personnes qui s'intéressent au patrimoine, qui s'intéressent à la nature, qui s'intéressent à la région en fait. Et c'est vrai que c'est vraiment à chaque fois, c'est vraiment toujours des rencontres géniales en fait. Effectivement, tout le monde connaît les lieux emblématiques du Perche avec Courboyer, avec le manoir de la Veuve, avec les plus beaux manoirs, mais les manoirs et des lieux autour de la Vinette, autour du maquis de Plainville, et puis bien sûr les villes et villages du secteur, avec Thiron-Gardet qui a des richesses. Attiré évidemment dans le Perche, et je suis un accouru qui suis arrivé ici il y a 5 ans maintenant, c'est que j'ai découvert ce patrimoine bâti. D'abord, il y a un patrimoine naturel exceptionnel. Et ensuite, il y a un patrimoine bâti tout à fait intéressant. Évidemment, il y a le collège que j'ai restauré, mais chemin faisant, j'ai découvert les villages alentours. Et je pense au village de Phrasé avec son château qui raconte l'histoire de France. Ce qui est merveilleux, c'est que ce patrimoine du Perche raconte à la fois des épisodes de l'histoire de France, la guerre de 100 ans notamment, cette croisée, ce chemin entre les protestants et les catholiques aussi. Et d'autre part, ce qui est fabuleux, c'est qu'il raconte la vie économique du Perche. C'est comment les percherons étaient beaucoup plus pauvres que les beaucerons et allaient travailler en Beauce et revenaient. Donc les manoirs sont beaucoup moins imposants, mais ont tellement plus de charme. Il y a le manoir de Courboyer, par exemple, qui est le centre du pays de Perche, enfin du parc régional naturel du Perche, qui a besoin d'ailleurs de trouver des fonds pour être restauré. Et ça me préoccupe comme d'autres monuments. Mais je vois que j'étais il y a quelques jours à Nogent-le-Rotrou, où là aussi il y a un patrimoine exceptionnel. Le patrimoine de Nogent-le-Rotrou, c'est le château Saint-Jean, c'est Notre-Dame, le tombeau de Sully. Il y a là un certain nombre de choses à visiter. Je crois que le Perche attire de plus en plus de monde. Et je crois que c'est une richesse pour la région, une richesse économique avec tout ce patrimoine, parce que le tourisme patrimonial se développe de plus en plus et dynamise réellement la région, le territoire économiquement parlant. Nous sommes devant le tombeau de Sully et de son épouse Rachel de Cochefilet, dont la famille était d'origine percheronne, ce qui explique vraisemblablement que le duc de Sully et son épouse, de fait, furent enterrés ici à Nogent-le-Rotrou.
Rachel de Cochefilet fut une excellente gestionnaire des biens du duc de Sully, puisqu'il avait acheté notamment le château de Villebon, mais aussi la seigneurie de Nogent-le-Rotrou en 1624. La présence de ce tombeau à Nogent-le-Rotrou est une véritable richesse patrimoniale, puisque Nogent-le-Rotrou a, dans ce cas, un des plus grands serviteurs de l'Ancien Régime en son sein. Un des projets importants de l'association que j'ai l'honneur de présider et qui est effectivement un élément de dynamisation, je crois, du patrimoine local que représente cette église, ça a été cette verrière exceptionnelle qui date du 19e siècle et qui avait effectivement souffert à la suite de divers événements. Donc il nous est revenu de faire une restauration d'un certain nombre de ces vitraux et une association comme la nôtre ne peut, je crois, réussir à faire tout ce que l'on a fait que lorsqu'elle peut mobiliser à la fois des compétences, et j'en profite pour donner un hommage particulier à notre ami Jean-Pierre Baglan, qui a été notre trésorier efficace pendant les 9 années de cette association, bientôt 10 ans, et avec effectivement l'ensemble des membres de l'association. Pour valoriser le patrimoine, pour en assurer la sauvegarde et sa mise en valeur, eh bien, il n'y a rien de tel que de pouvoir mobiliser les citoyens et les habitants de nos communes qui, à l'égard de ce patrimoine, ont le sentiment de défendre leur culture locale, leur identité, les souvenirs familiaux et autres que cet édifice peut constituer. Parce que dans une commune, il y a de tels patrimoines à mettre en valeur, il est souhaitable que des associations puissent se constituer. Parce que c'est un appui aux communes, c'est un appui aux propriétaires privés, parce qu'il y a des patrimoines privés, bien entendu, et ça permet effectivement de démontrer aux collectivités, mais aussi aux financeurs, eh bien, qu'il y a une mobilisation, qu'il y a un intérêt réel, et que cet élément du patrimoine est aussi un élément de développement local. Le tourisme patrimonial se développe de plus en plus et dynamise réellement la région, le territoire économiquement parlant. Il faut qu'on prenne conscience tous collectivement que le patrimoine est une richesse. Il faut arrêter de penser que c'est un coût, c'est un investissement. C'est ce qui permet de développer économiquement une région. Et tous les amoureux du patrimoine, et ils sont nombreux, je l'ai vu encore pour les journées du patrimoine ici dans le Perche, ça attire énormément de monde. Les gens sont ravis de se promener dans le jardin, les gens sont ravis de découvrir le musée. Et ils disent tous merci pour ce que vous faites pour le patrimoine, parce que c'est une richesse pour notre territoire. Et ce Perche attire de plus en plus de monde. D'abord parce que c'est un cadre de vie merveilleux, c'est proche de la capitale, c'est pas très loin de la Normandie, on est là vraiment... C'est un concentré de jolies choses. Et beaucoup de Parisiens sont installés dans le Perche. Donc moi j'y retrouve beaucoup d'amis, à Bélem, à Rémalard, tout autour, pas seulement dans le Perche d'Eure-et-Loir, même si moi j'y suis. Et donc je crois que le tourisme patrimonial permet vraiment de développer l'économie du territoire. Donc c'est un moyen de le conserver. Rémy Bello, c'est une grande richesse du Perche, totalement méconnue, puisque l'objectif de l'association, c'est de faire connaître Rémy Bello, parce qu'en fait, tout le monde connaît Ronsard, du Bellay, qui sont venus d'ailleurs à Nogent avec Rémy Bello, mais Rémy Bello est un excellent poète et a beaucoup fait pour la langue française. Rémy Bello est né à Nogent-le-Rotrou. La famille de Bello était une famille noble qui habitait Nogent-le-Rotrou. Et Rémy Bello fait partie de la Pléiade. Rémy Bello mérite une redécouverte pour les Nogentais. Et c'est un des patrimoines nogentais un peu oubliés malheureusement. Sachant qu'il y a encore un patrimoine immobilier. Sa maison a été détruite en 1944, mais il y a un patrimoine immobilier qui est lié à Rémy Bello un peu. C'est la maison du bailli et la salle capitulaire de l'abbaye, où ont été rédigées les coutumes du Perche, auxquelles Rémy Bello a participé en donnant une des seules œuvres
de Nogent, l'Ode à Nogent, en tête de cet ouvrage. Le cinéma dans le Perche, au fond, on n'est pas perdu quand on est ici. Non, il y a quand même il y a bien sûr la salle de Nogent-Rotrou que tout le monde connaît, mais il y a aussi des cinémas qu'on connaît moins et qui pourtant font un travail remarquable et qui permettent effectivement d'offrir des occasions de sortie. Et j'en citerai deux parmi d'autres, c'est Senonches et puis Le Theil-sur-Huisne. Cette salle a été construite en 1936. C'était une salle paroissiale. Et donc au mois d'août 2018, ça fera 50 ans que je fais du cinéma. Je suis intéressé par le cinéma parce que c'est quand même un lieu de rencontre des gens du secteur. Maintenir une salle dans un petit village de à peine 2000 habitants, au départ c'était un pari fou quand même. En fait, grâce à une bonne équipe de bénévoles, moi compris, on tient quoi. Le passage au numérique nous a permis de nous libérer un peu de... je veux dire, c'est plus simple, il y a moins de manutention, évidemment, il n'y a plus de bobines à promener. Moi, je trouve que c'est formidable. Je suis projectionniste au cinéma du Theil-sur-Huisne, le cinéma Saint-Louis, donc depuis 2014. Et donc, en ce moment, je suis en train de projeter les films en cabine. Et donc là justement je suis pressé parce que je vais projeter le film Jurassic World qui va bientôt commencer. Ça y est, c'est parti. L'initiative en matière de cinéma, c'est à Rémalard, avec Anne Revel-Bertrand qui a un grand succès avec son festival de court-métrage. Effectivement, il y a toute une vie autour de ce cinéma. C'est un ciné-club. Ciné-club, oui, qui est intéressant. Ouais. Ben oui, cette belle salle Octave Mirbeau a été faite dans les années 60 par le maire de l'époque, qui était Roland Verrier. Elle a été la première salle d'art et d'essai, et beaucoup de gens se souviennent encore avoir vu des films en avant-première en même temps que Paris, dans cette salle-là. Quand moi j'étais élue à Rémalard, bien que poursuivant bien sûr ma carrière de réalisateur et de metteur en scène et de grand reporter, donc j'étais là le plus que je pouvais, mais j'avais qu'une envie, c'était de réhabiliter cette salle que j'adore, quoi. J'ai obtenu le fait de pouvoir dire, vous avez le droit, bien évidemment, de faire un ciné-club, donc ça me plaisait beaucoup, et de faire également un festival qui était le rêve absolu pour moi, parce qu'un festival, c'est un rayonnement international, et le festival Jeunesse tout court est un festival international. Et pour moi, sur le plan culturel, sur le plan touristique, sur le plan de faire connaître une région, un festival, c'est fantastique. Il y a sur le secteur des animations, des groupes qui font vivre le Perche. Ça peut être Capriole sur le Theil, puisqu'on y était, mais ça peut être aussi la famille Bourdin avec tout ce qu'ils ont développé avec le madrigal sur Auton du Perche. Mangeant d'un gras jambon, à ce flacon faisons la guerre. En mangeant d'un gras jambon, à ce flacon faisons la guerre. Buvons bien, buvons à ce flacon faisons la guerre. Buvons bien, buvons à mi-trinquons, gaiement chantons bien.
Tu sais, Michel, quand tu joues dans une église comme ça, comme moi j'ai l'habitude de jouer depuis 30 ans, 40 ans que je donne des concerts dans des lieux plus magnifiques les uns que les autres, il y a un dialogue qui se fait. Il y a un dialogue qui se fait entre le public et les pierres qui sont autour. Ces pierres qui redonnent, qui retransmettent le son, qui retransmettent la musique, qui propagent la musique. Il y a une façon d'être dans la lumière de la musique. On n'est pas loin de Paris et donc il y a quand même un bassin de touristes qui est intéressant à capter. Il y a évidemment le patrimoine bâti, on en parle aussi, et puis l'activité culturelle. Quand on est dans le Perche, on sait qu'elle est assez active, il y a beaucoup d'événements. Je m'appelle Didier Leplat, je suis graphiste, photographe. Je vis dans le Perche depuis maintenant 40 ans. Par mes images, j'ai voulu représenter la nature telle qu'on la voit souvent mais sans vraiment la regarder. Notre regard est devenu superficiel. Nous avons perdu l'attention, la vigilance et le sens de l'espace. On traverse bien souvent la campagne sans la voir. La nature s'en fiche complètement de nos goûts, de nos états d'âme, et c'est ce que j'ai voulu restituer dans mes images. Mon choix de cadrage correspond toujours à cet équilibre entre les formes, les masses, les couleurs ou les contrastes quand il s'agit de noir et blanc. Et le ciel, avec ses nuages, il donne toute sa force et sa puissance. Vous appréciez la nature? Alors il suffit juste de regarder et de prendre le temps. Il y a aussi une façon d'attirer des gens dans le Perche. Alors, en résidence secondaire ou en résidence principale, c'est toujours difficile, mais la résidence principale, parce qu'on est loin des bassins d'emploi, et il y a quand même un avenir possible. Je l'espère, je le souhaite vivement, et puis c'est vrai qu'on est actuellement, il faut quand même avoir beaucoup d'espoir sur ce développement de la fibre numérique aujourd'hui dans le Perche. C'est vrai qu'on peut peut-être espérer demain avoir des gens qui travaillent 2 jours d'une façon effective via la fibre, via Internet, et puis avoir une journée ou 2 visites de clientèle, visites recherche effectivement de partenaires sur Paris. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même qu'à 1h30, qu'on a encore une gare qui est relativement bien desservie, et ça peut peut-être permettre demain d'envisager effectivement une nouvelle génération qui apprécie le calme, qui apprécie une nature préservée, et malgré tout pas très loin des centres de décision que sont les grandes villes. Effectivement, le conseil départemental a compris il y a longtemps, il y a plus de 10 ans, qu'en matière de fibre optique et d'accès au très haut débit, on risquait d'avoir une fracture territoriale entre les grands centres urbains qui, eux, étaient fibrés par les opérateurs privés puisque rentables, et tous les territoires ruraux. Donc le département a mis autour de la table, le département est chef de file, mais a mis autour de la table la région, les communautés de communes et l'État. Et ensemble, ils ont créé le syndicat Eure-et-Loir numérique et se sont attelés à fibrer une grande partie des territoires ruraux. Cet aménagement numérique est vital pour réduire cette fracture numérique entre ces 2 zones. C'est vital parce que cela permet un équilibre et un égal traitement
entre les ruraux et les urbains, mais ça permet également aux entreprises de pouvoir se pérenniser sur les territoires ruraux. Évidemment, aujourd'hui, il est absolument indispensable, c'est vital d'avoir du très haut débit. Toute entreprise se doit de l'avoir. Ça permet également d'inciter des personnes à s'installer dans la région ou à prolonger leur séjour, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on parle beaucoup de télétravail. J'ai des exemples précis ici de personnes, par exemple, de professions libérales, architectes ou autres, on peut citer beaucoup d'exemples, qui ont besoin de la fibre optique pour pouvoir télécharger des dossiers lourds. C'est une demande aujourd'hui de ceux qui veulent venir habiter dans le Perche. C'est aussi systématique. Et systématique, c'est aussi essentiel que d'avoir de l'électricité, du chauffage ou autre, ou des routes pour pouvoir se déplacer. C'est aujourd'hui indispensable. Tout le monde sait que le cuivre petit à petit va disparaître, donc la fibre optique va remplacer le cuivre et on a tous besoin de cet accès au très haut débit, même chez les particuliers. Je m'appelle Jennifer, donc je travaille chez Bébronde Médical depuis 7 ans. J'ai eu une belle évolution au sein de Bébronde Médical. J'ai commencé par un poste d'agent maintenance propreté, suivi d'un poste d'agent en production, ensuite un poste d'agent administratif et aujourd'hui je suis devenue gestionnaire administratif de magasin. Très bien. Et vous êtes venu à Bébronde, vous aviez peut-être une carrière avant, vous avez fait autre chose? J'ai été serveuse pendant une dizaine d'années. Dans un restaurant? En restaurant, oui. J'étais dans le Perche ici, qui représentait bien le Perche à l'époque, qui était la Papotière, rue Bourg-le-Comte. Oui, effectivement. Voilà. On relie ça à l'histoire de la ville. Voilà, tout à fait. Bébronde Médical donc, est sur Nogent-le-Rotrou depuis 1939. Le site ici, rue Croix-la-Comtesse, est installé depuis 1962. Donc nous sommes une entreprise sans cesse en pleine évolution. Bébronde Médical est très connu dans le Perche. C'est quand même une entreprise qui a un rôle majeur. Nous fabriquons des dispositifs médicaux dans le but d'améliorer le quotidien des patients et des professionnels qui travaillent avec ces dispositifs, aussi bien dans le milieu hospitalier qu'à domicile. Bébronde Médical a un projet Next 3 de s'étendre vers l'avenir, donc une extension. Bébronde joue en grande partie un rôle, je pense, dans l'économie du Perche. Il y a quand même, comme je le disais tout à l'heure, plus de 400 personnes à travailler en continuel, plus les gens en intérim. Tout le monde a des enfants, ça peut faire vivre le cinéma, le bowling. Le Perche, c'est vrai qu'il n'est pas loin de Paris, pas loin de la mer, on est très bien situé. Vous allez au marché de Nogent-le-Rotrou le samedi matin? Oui, de temps en temps, oui. Bonne réponse. Quand une entreprise s'installe, quand on recrute un cadre dans une zone comme Nogent-le-Rotrou, les questions qu'ils posent, c'est est-ce que le lycée marche bien ? Est-ce que l'hôpital est de qualité? De quels soins, de combien de médecins on peut disposer? Et quelles activités on peut faire pour moi, pour mes enfants? Et le fait d'avoir à Nogent, par exemple, 150 associations, dont 70 sont présentes ici, d'avoir plus de 4000 licenciés sportifs, de pouvoir offrir des infrastructures et des éducateurs et de l'encadrement avec des horaires variés au maximum d'enfants, c'est la clé pour que les gens se sentent bien et pour qu'il y ait vraiment ce qui manque dans notre société, c'est-à-dire du collectif et pas simplement de la réussite individuelle. Dans le Perche, nous avons des marchés actifs comme Margon, Nogent-le-Rotrou et bien entendu Mortagne-au-Perche. Nous sommes à 150 km de Paris. Et nous avons une population de Parisiens qui est réellement très très importante. Un résident qui vient s'installer, c'est la télé, c'est etc. Donc une activité commerciale forte et une activité sur les marchés du samedi matin très très importante. Le poireau, tous les poireaux, les bêtes, les conférences. Tout ce qui est navet violet, navet jaune et puis rutin, ça c'est à nous. Je vais prendre 6 œufs quand même, monsieur. C'était commandé ou pas? Non. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave s'il y en a. Bon, on a cherché à acheter une maison il y a 30 ans et puis voilà, on est arrivé là. Voilà. Et on est très contents d'être là. Voilà. Bonne journée. Donc, nous avons le petit percheron. C'est une pâte molle à croûte lavée et affinée au cidre.
Mais là, vous êtes sur un produit vraiment typiquement, une recette vraiment qui a été développée sur la ferme et qui fait la renommée aussi maintenant un peu partout dans le Perche. Voilà. Autrefois, vous aviez la rue Sainte-Croix qui était complètement vide. Aujourd'hui, il y a encore un magasin qui est sans structure commerciale, mais la vente a été faite. Ce qui veut dire que demain, nous aurons sur Mortagne tous les magasins occupés. Nous veillons aussi à ne pas avoir de trop grosses surfaces qui s'installent chez nous de telle manière à garder notre activité commerciale de centre-ville. Nous avons fait une demande pour participer aux petites cités de caractère. Je peux vous dire que la commission départementale qui a travaillé avec le président national, d'ailleurs, a validé notre présentation. Un marché où le circuit court est privilégié le plus possible. Un marché avec des producteurs locaux. Un marché pour créer du lien social. Oui, c'est pas facile. Non, mais ça... Bonjour, bonjour, ça commence dans 2 minutes. Jean-Pierre est arrivé il y a 40 ans, il a repris cette exploitation qui est non familiale, hein, et moi je suis arrivée 20 ans après, et voilà, donc c'est une histoire en deux étapes, et l'installation, l'élevage de chèvres est arrivé il y a un petit peu plus de 30 ans. Il faut dire que c'est un emploi du temps très chargé. Dans cette activité, c'est vrai qu'il faut être éleveur, il faut être aussi vétérinaire, il faut aussi avoir les compétences de la transformation fromagère, hein, parce que c'est un produit vivant, donc il y a toute une partie, toute l'alchimie de la transformation qu'il faut savoir maîtriser, quoi. Et au fil du temps, on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait, bien équilibrer nos doses de présure, tout ça. Et au fil du temps, on a réussi à sortir un fromage qui, globalement, est apprécié. Surtout, tu t'énerves pas si t'en as une qui vient vers toi. Voilà. Elle rentre. Oh. Vous voyez la plaque de couvain par rapport à tout à l'heure? Je suis en plein milieu de couvain. Voilà. Il y a encore des alvéoles de mâle ici. Ah oui. Il y a quoi, ça, c'est, on prend pas de miel là-dedans. Il y a un kilo. Ah, plus que ça. Là, vous ne prenez pas. Puisque jamais. Ça, on lui laisse ça en bas. Bah oui. Alors, elle est où la reine? Là. Elle est cachée là. Le point rouge.
Alors pourquoi un point rouge? Parce que c'est la couleur de l'année. L'année dernière, c'était jaune. Voilà. Oui, les autres la protègent du soleil. Oui, parce qu'elle n'aime pas ça. Alors l'entreprise existe depuis 1856, c'est surtout la famille. C'est-à-dire que ça a commencé en Touraine, après c'est monté en Normandie, et maintenant c'est arrivé dans le Perche. Voilà. C'est par rapport à des situations de terre, de floraison, voilà, ce qui va nous permettre de faire différentes variétés de miel et de nous permettre au centrer par rapport au déplacement qu'on va devoir faire. Une passion, oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est diversifié. Aujourd'hui, on peut être sur les ruches, on peut faire les foires, les livraisons, préparation de commandes. On roule la nuit pour faire les transhumances et on travaille le jour. Parce que le jour, c'est le seul moment où on peut travailler vraiment dessus. Et il faut faire les kilomètres pour travailler sur les ruches. On part vers 4 heures le matin pour la Drôme, on va récolter les ruches et on remonte dans la nuit. Notre vente, elle se fait en petits magasins d'épicerie fine, torréfaction. Les pots partent aussi bien en Angleterre, en Allemagne et au Japon. On vend sur le marché. Le plus important des marchés que l'on fait et qu'on essaye d'être en continu, c'est Nogent-le-Rotrou. Et ça va faire depuis 1980 à peu près qu'on est sur ce marché-là. C'est un métier dur, mais c'est un métier qu'on ne peut faire que par passion. Dans le cadre de la dynamisation des communes rurales, ce que fait Thomas Blonski au niveau de Chapelle-Royale. Chapelle-Royale est dans la communauté de communes et Chapelle-Royale, eh bien, il y a depuis quelque temps la volonté de refaire vivre une épicerie pour que ça puisse faire un lieu de vie pour ce village. Un exemple à penser, à booster. D'accord. Elles sont belles vos fleurs, c'est joli. C'est bien. Merci. Donc c'était important l'épicerie de village? Oui, important pour les gens de Chapelle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de permis. Voilà, donc c'est important. C'est le produit qui est pas bon? Non, c'est parce que quand ça fait une grosse bulle, ça bloque tout. Moi je peux ramener Voilà. Ça va être joli pour la jolie bulle. Allez les enfants, faites plein de bulles là. On s'est aperçu sur mon deuxième mandat qu'on avait un souci concernant l'accueil de nos enfants, puisqu'il n'y avait plus d'école à Chapelle-Royale depuis 2003, 2004, je pense, 2005 même, de mémoire. Je n'étais pas maire à cette époque-là. Et en fin d'année dernière, on a pris conscience qu'il fallait absolument s'occuper des enfants qui étaient l'avenir de nos territoires ruraux. Et comme on ne pouvait pas rouvrir une classe, parce que vous savez qu'aujourd'hui, on privilégie des grosses structures, mais donc il fallait trouver une solution. Et le conseil municipal, on s'est dit, pourquoi ne pas créer un accueil périscolaire? C'est-à-dire qu'on accueille les enfants à Chapelle-Royale dès 7 h du matin, en attendant le bus, puisqu'ils vont à l'école en ce moment sur la base Hochegouet, qui se situe à 6 km d'ici. Donc dès 7 h, on accueille les enfants. Ils sont gardés par des encadrants. Ensuite, le soir, ils reviennent dans cet accueil périscolaire. Et on les garde avec nous jusqu'à 7 h le soir. Ce qui permet aux parents, d'aller travailler sur Chartres, d'aller travailler éventuellement à Nogent-le-Rotrou, à Châteaudun. Voilà, on doit s'adapter au monde moderne. Et puis après, on s'est dit, tiens, pour les vacances, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer notre accueil périscolaire en accueil de loisirs? Puis lundi, là, depuis quelques jours, on a ouvert un accueil de loisirs où les enfants, ils sont une vingtaine, avec 3 encadrants, et on a recréé un service de cantine, on a recréé, voilà, et ça donne de la vie, c'est vivant, les enfants sont contents, ils s'amusent, et moi je suis content aussi. Donc on inaugure les lieux finalement. Exactement. Sur l'ensemble du territoire de Chapelle-Royale, on s'est aperçu qu'il y avait une disparition des prairies. On a perdu, depuis que nous avons été élus avec mon conseil depuis 2008, on a dû perdre sur l'ensemble de la commune 3 agriculteurs qui avaient des vaches laitières.
des petites fermes, voilà, qui ont disparu au profit de céréaliers. Alors c'est vrai que ça nous a interpellés, mais comment protéger, nous, au niveau de la municipalité, des terres pour qu'elles soient plus prairies que céréalières? Peut-être que le parc pourrait nous aider, peut-être que le parc pourrait réfléchir à ça. Je sais qu'en ce moment, on est en train d'étudier les zones humides, les zones... Voilà, donc il y a un travail qui est en cours, qui est fait, même avec en collaboration avec le parc, et en collaboration avec le PETR, avec la communauté de communes. Il y a toute une réflexion sur nos territoires. Aujourd'hui, les petits agriculteurs disparaissent. Alors moi, ça m'inquiète toujours un peu parce que concentrer sur des grosses structures, voilà, je sais qu'économiquement, il faut peut-être le faire, mais est-ce que c'est vraiment l'avenir ? Ici, c'est passé qu'en 2016, Roman Polanski est venu tourner un film d'après une histoire vraie avec, entre autres, Emmanuel Seigner, à cet emplacement précis, quand ils ont trouvé le paysage tellement magnifique et reposant, ils sont venus, ils ont dit voilà, on tournera ici une scène. Je pense qu'on peut tous bien vivre ensemble, simplement il faut une volonté de vouloir continuer à développer nos communes rurales. Et je pense sincèrement que, alors je fais un peu de politique, je suis désolé, donc peut-être que vous le mettrez, peut-être que vous le mettrez pas, mais je le dis sincèrement, je pense qu'on ne peut pas opposer la ruralité, enfin le monde rural et le monde urbain, et que notre président de la République ne veut pas ça. Sincèrement, je le pense. Et c'est ce que je dis aux conseils municipaux, à mon conseil municipal, c'est ce que je dis aux habitants. Je dis, vous savez, les petits villages comme Chapelle-Royale, il y en a partout en France. La différence se fera uniquement sur notre dynamisme et notre façon d'appréhender l'aménagement de notre village. On a cette chance formidable d'avoir Stéphane Bern qui valorise tout notre territoire. On a une carte touristique à jouer, très forte, parce que je pense que l'avenir elle est aussi sur le tourisme. C'est pour ça que moi j'y crois. Les Parisiens viennent aussi ici parce qu'il y a des paysages, parce qu'il y a du bocage, parce qu'il y a des prairies, parce qu'il y a des haies, parce qu'il y a des mares, parce qu'il y a un cadre de vie qui est agréable. Chers amis percherons avant tout, au fond, ces derniers temps, je me suis posé une question, manifestant évidemment beaucoup mon émotion sur les dégradations qui se sont produites sur un monument emblématique de notre patrimoine, qui est Notre-Dame de Paris. Au fond, à quoi on sert? Qu'est-ce qui fonde notre identité? Qu'est-ce qui fait qu'on peut encore aujourd'hui, en 2019, en France, essayer de faire vibrer notre corde sensible avec l'histoire et le patrimoine? Eh bien, c'est ce qui fonde notre identité. C'est ce qui fait que ce soir, j'ai l'impression de revivre le lancement du guide du routard sur le Perche, de vous retrouver sous ce barnum avec des visages aimés, des visages connus, des visages que j'aime retrouver ici quand je viens le plus souvent possible dans le Perche. C'est de se dire qu'il y a quelque chose de fort qui nous unit les uns avec les autres. Il y a quelque chose qui fait qu'on a envie de vivre ensemble. Quelque chose qui est indicible, qui même, on ne peut pas écrire dans les livres. C'est quelque chose, ici c'est un paysage, c'est parfois du bâti, une longère, une ferme, et c'est aussi ce château des Comtes du Perche. Donc effectivement, ce lieu est un lieu emblématique non seulement de Nogent-le-Rotrou, mais également du Perche. Et c'est la raison pour laquelle il constitue un lieu très fort en termes d'attrait touristique et d'attrait culturel, évidemment. Le musée de l'histoire du Perche vient tout juste d'ouvrir et ce musée retrace 1000 ans d'histoire. Il dévoile donc toute la richesse de ce territoire et offre des clés de compréhension tant pour la ville de Nogent-le-Rotrou que pour cette ancienne province. Philippe, on n'a pas parlé encore d'artisanat, d'artisanat d'art éventuellement, mais d'art et d'artisanat, je ne sais pas comment on peut dire. Le lien avec le Perche, avec des hommes et des femmes qui s'y installent peut-être. Oui, bien ça c'est un travail relativement intéressant pour les artisans locaux, parce que c'est vrai qu'avec la venue d'un certain nombre de résidents secondaires qui ont pour certains quand même des moyens supérieurs aux autochtones, aux habitants du Perche, ça a permis de développer une restauration de qualité et donc d'inciter des artisans à monter effectivement en gamme pour proposer des services qui permettent de préserver le patrimoine rural. Et puis au-delà, dans le Perche qui dit aussi proximité de Paris, et si je prends qu'un seul et unique exemple,
Serge Chailloux est installé maintenant sur Nogent-Rotrou, mais voilà typiquement quelqu'un qui est meilleur ouvrier de France et qui a toujours fait un travail merveilleux, qui a travaillé entre autres pour Chambord, pour le château de Montigny-le-Canelon, qui restaure des pièces signées. Et quand on a le bonheur de voir son travail, eh bien, on comprend le caractère tout à fait exceptionnel de Serge Chailloux. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce meuble qui est le cabinet du comte de Chambord. Donc c'est un meuble du 19e, c'est un meuble d'apparat. Et donc ce meuble n'avait jamais quitté Chambord. La seule fois où il a quitté Chambord, c'est pour venir dans mon atelier à Nogent-le-Rotrou pour pouvoir être restauré. Donc on avait des lacunes de nacre, hein, c'est la nacre blanche de Burgos, et des manques d'entrée de serrure en nacre. Donc ce meuble a été restauré en conservation, hein, avec des restitutions sur les parties lacunaires. Donc là, c'est un petit bureau 8 pieds, dit bureau Mazarin, époque boule. Donc c'est un meuble qui a été restauré en 97-98. Ce meuble a besoin donc d'une petite restauration, donc il va bientôt venir dans l'atelier à Nogent-le-Rotrou. Alors ben voilà, vous êtes devant le château de Montigny-le-Canelon. Je précise le Canelon parce qu'il y a 3 Montigny en Eure-et-Loire, donc c'est quand même important. Ma famille est ici depuis 1831. Le château a été acheté par mon 7e grand-père, Adrien de Montmorency, prince de Montmorency, duc de Laval. Voilà pourquoi vous avez les armoiries qui sont devant le château. Effectivement, nous sommes en faux perche, mais dans le perche quand même. C'est le Loir qui coule au pied du château, qui est la séparation entre la Beauce et le faux perche, qu'on appelle également le perche-gouet. Maintenant, nous sommes ouverts au public, et comme dirait l'autre, la chèvre broute là où elle est attachée, donc on ne bouge pas beaucoup d'ici. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Non seulement nous faisons des visites, mais nous faisons également des réceptions de mariage, des congrès, des séminaires. Donc il faut parer à tout et être présent en permanence. Serge Chailloux, ébéniste de renommée qui habite Nogent-le-Rotrou, est venu à Montigny et m'a demandé si je pourrais l'aider à trouver une commode pour présenter des concours. Je ne le connaissais pas, je lui ai demandé quand même quelques références qu'il m'a donné ô combien. Et donc je lui ai fait confiance et je lui ai confié une première commode. Et après ça, il s'en est suivi un bureau de pente, il s'en est suivi un bureau Mazarin. Donc on va aller voir le petit bureau de pente alors. Oui, tout à fait. C'est également une belle aventure entre nous. Oui, ça c'est... Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous m'avez demandé un bureau pour un examen à nouveau, je vous avais dit, écoutez, il y en a suffisamment qui ne sont pas restaurés. Vous m'avez dit non. C'est celui il était dans le grand salon à l'époque, oui. Et parce qu'il a été mal restauré et que vous aurez un souci un jour ou l'autre. Oui, là moi j'apprécie encore plus le meuble à l'heure actuelle, on va dire 14 ans après la restauration. Déjà parce que il a pris une certaine patine, hein, le palissandre de Rio a complètement trouvé une couleur blonde adéquate, donc et ça nous permet... Là, avec un œil éclairé, on arrive maintenant, on voit maintenant les réintégrations chromatiques qu'on ne voyait absolument pas à l'époque. Serge, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Sur quoi travailles-tu en ce moment? Eh bien là, je suis sur une petite commode transition. Là. Il va falloir remettre un peu de plaquage qui manque, reprendre le vernis, nettoyer les bronzes. Donc il faut absolument que j'enlève les bronzes pour pouvoir travailler. Serge, ce meuble vient bien de la chambre de Catherine de Médicis. Oui. À Chambord. Oui. Alors, oui. Pourquoi il est là ce meuble? On vient d'en parler, mais... Il est là parce qu'il a été restauré dans mon atelier il y a une vingtaine d'années.
Et là, il a besoin donc d'une petite restauration. Il faut absolument refixer, vous voyez, des laitons là qui se sont soulevés. Hein, et puis la marqueterie, oui, par exemple, si vous mettez votre main ici, là, passez votre main là, vous allez voir. Et passez la main sur ce tiroir-là maintenant. Vous voyez la différence. Hein. On sent un petit soulèvement de la marqueterie. Donc là, il va y avoir... Je vais faire des infiltrations de colle. Hein, c'est-à-dire que on va casser la molécule de la colle pour pouvoir la faire pénétrer en dessous de la marqueterie. Hein, et je vais mettre sous presse pendant 48 heures. Et ensuite, je vais juste nettoyer et reprendre mon vernis. Je ne touche à rien. Hein, il n'y a pas de ponçage, absolument rien. Ici, il va y avoir un collage avec une colle de poisson, hein, tout simplement ici. Voilà. Alors il y a différents endroits comme ça où il y a la marqueterie qui s'est soulevée un petit peu. Alors avant que ça devienne catastrophique, on m'a demandé de faire une intervention. Le parc a dans ses missions, bien entendu, la sauvegarde du patrimoine naturel, de notre patrimoine naturel. Alors ce patrimoine naturel, ce sont les haies du Perche, hein, le côté bocager. Des agents sont en charge d'inventaire des fleurs, d'inventaire de la faune, de la flore, etc. Mais moi je crois, comme on l'avait déjà évoqué, que notre patrimoine naturel est lié avec le patrimoine bâti. Tout ça fait un ensemble qui fait la valeur de ce parc naturel du Perche. Bien entendu, le parc, comme je le disais précédemment, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. Cette plus-value, elle a été donnée par le parc dans beaucoup de domaines, dans le domaine naturel, dans le domaine bâti et dans le domaine économique également. Moi, je pense d'emblée à la baguette du Perche, par exemple. C'est une très belle réussite et ça donne du travail aux boulangers. C'est un produit qui crée beaucoup de plus-value. Je pense également au cidre. Beaucoup de producteurs se sont équipés en matériel. Et bon, j'ose pas dire le chiffre, mais je crois que c'est plus de 3 millions d'investissements. 2 ou 3 millions, mais je crois que c'est plutôt 3 millions d'investissements. Donc tout ça, ce sont des retombées sur l'économie locale. Moi je suis issu du Perche et j'ai toujours pu faire du cidre. Je faisais du cidre avec mon père, mais pour la simple autoconsommation, consommation familiale. Et puis à un moment donné, je vais faire bref, hein, je me suis rendu compte que la pomme et le cidre, c'était un des facteurs identitaires forts du Perche. Ouais. Et donc j'ai d'abord voulu faire du Calvados, puisque je suis en zone d'appellation Calvados. J'ai commencé par faire d'abord officiellement faire du Calvados, et puis petit à petit je me suis pris au jeu. On m'a dit ton cidre est bon, tu devrais le commercialiser. Et j'en ai commercialisé des petits lots, puis après maintenant on est arrivé à ce volume-là, quoi. Il n'y a plus de Calvados? Je fais toujours du Calvados. Toujours du Calvados. Je suis même président de la coopérative agricole de vieillissement de Calvados de Mortagne-au-Perche. Donc aujourd'hui on fait du cidre pour le cidre bouché, mais on va aussi faire du cidre pour la distillation. Est-ce qu'il y aura une appellation, parce que ça fait un moment qu'on parle de ça? L'appellation, si tout va bien, je touche du bois, je ne sais pas où d'ailleurs, on l'attend en 2019, on passe en commission nationale en 2019. Donc on aurait une appellation cidre appellation de cidre du Perche. Cette mise en valeur, autant de notre patrimoine naturel que notre patrimoine bâti, il y a des photographes qui se sont attachés à le faire. Et je pense comme ça, d'emblée, à un qui a beaucoup travaillé, qui a fait des superbes photos, qui continue d'en faire, en plus qui est très sympathique, David Comenchal, un de nos photographes très actifs sur la mise en valeur de ce patrimoine bâti et de ce patrimoine naturel. En 1999, je suis venu aménager à Rémalard, donc dans le Perche ornais. Et j'étais déjà déclaré photographe en Bretagne, à Paimpol, et il a fallu que je me refasse un nouveau réseau, je dirais, de clientèle, enfin un nouveau réseau professionnel. Et là, j'ai démarché essentiellement 3 institutions, on peut dire. Les Amis du Perche, qui m'ont fait confiance assez rapidement. J'ai collaboré avec la revue. J'ai fait la couve du numéro 2.
Donc ensuite le parc, ils m'ont fait confiance aussi assez rapidement, avec Denis Guillemin qui bossait à la com à l'époque, maintenant c'est le directeur. Donc j'ai commencé à faire un certain nombre de reportages pour eux, et l'écomusée du Perche. Evelyne Vander aussi m'a fait confiance assez rapidement pour une première exposition, notamment sur la famille Oui, sur l'agriculture bio dans le Perche. Donc j'ai commencé à rayonner dans l'Orne, notamment avec le conseil départemental, qui m'a fait confiance sur beaucoup de publications, notamment sur l'Orne Magazine, et puis après en Normandie, notamment avec une boîte de com qui s'appelle La Prime, et j'ai avec eux travaillé, je travaille toujours pour le Mémorial de Caen par exemple, pour la revue Ma Normande, enfin pour d'autres lieux. Et un dernier point que j'aime bien, c'est sur Alençon, le musée de la dentelle. Donc le point d'Alençon où j'ai quasi tous leurs fonds photos en stock, et je fais tous les ans 1 ou 2 catalogues. Et donc la photographie t'a amené à mieux connaître le Perche et ses richesses, son patrimoine. Oui, c'est ça. Un territoire, c'est quand même il y a un paysage, il y a du bâti, bon, il y a les chevaux percherons, et puis c'est les hommes qui travaillent sur ce territoire. Et c'est vrai que là, il y a quand même une richesse. Alors c'est un territoire qui est très rural pour l'identité. On a encore des grandes familles, des restes de grandes familles à 8 enfants qui restent et qui font un réseau, un maillage dans le Perche, qui certains ont bossé à la radiotechnique, à Nogent. Donc voilà, c'est cette identité-là qui reste encore. Photographier un paysage ou un territoire, c'est déjà en prendre soin. Ce que j'aime beaucoup dans le Perche, ce sont les randonnées, les photos de nature. On cadre bien son affaire. On aime ce qu'on photographie. On a toujours des belles lumières et surtout le matin, il y a de l'humidité et ça donne une qualité de paysage, de relief, notamment sur la nature, la végétation qui est vraiment qui est exceptionnelle. C'est un peu dans tous les territoires pareil. Mais je préfère vraiment nettement la photo du matin, surtout avec de la brume, type cette photo-ci. C'est une forêt diornaise, alors c'est dans le Perche 28, comme j'aime à l'appeler, c'est en forêt de Semonche. Donc là, c'était vraiment tôt le matin, une photo d'hiver où on voit de la brume qui transperce à travers les arbres. Ce qui est bien l'hiver, quand on se promène dans le Perche, notamment, c'est que les haies, il n'y a plus de feuilles, donc on voit bien le paysage, on voit le maillage du paysage. Bien souvent, en photographie, c'est le contre-jour qui donne de très belles lumières. Et le petit matin, avec la brume, il s'agit de cadrer un point de fuite légèrement décalé, et on a une image dynamique, et on a envie d'aller voir ce qu'il y a derrière les arbres. Oh, tu as édité un calendrier qu'on voit. Oui, c'est grâce à Malvina Lallière. C'était les agricultrices du Perche. C'était pour une œuvre, je dirais, caritative, pour la Ligue contre le cancer du sein. Qui a eu un grand succès. Ah oui, c'était fulgurant. C'était parti pour une petite publication, 500, 700 exemplaires, et ils en sont, je crois, à 6000. Et on est passé carrément au journal de France 2, le plus regardé, le dimanche soir, avec Laurent Delahousse. On a fait aussi Jean-Pierre Pernaut. Enfin, c'était extra, notamment pour elle. Puis surtout, c'est que ça a permis d'avoir un gros financement pour le cancer du sein. Mine de rien, la récolte était fructueuse. Et en même temps, de montrer que dans le Perche, il y a une vie, une activité où les femmes sont partie prenante. Oui, ça faut vraiment le souligner, notamment dans l'agriculture. Il y a quand même un certain nombre de femmes. Alors après, moi, ce que je regrette, c'est que le Perche devrait être un territoire bio de référence, comme l'Orne devrait être un département bio. C'est-à-dire, on est là, c'est des sujets un peu politiques, mais on se dit, si on veut vraiment améliorer la qualité de notre environnement, le réseau, la relation entre les gens, il faut que notre territoire, ça soit la vitrine bio française. Et tu as aussi œuvré autrement que dans l'édition ? Oui, alors c'était très impromptu. C'était suite à un contact avec le conseil départemental de l'Orne, notamment France Lorsulon, qui gère la com. La production du film Normandie nue, de Monsieur Leguet, avait besoin de photos parce que c'est l'histoire d'un photographe, notamment d'un photographe sur Mel-sur-Sarthe. Et ils m'ont contacté. Et en fait, les photos, à un moment donné, sur une scène que le photographe montre de son père, etc., ce sont mes photos. Et ce sont des photos du Perche, et notamment de la famille Oui à Nocé. Donc c'était très rigolo. À travers toi, le Perche rayonne par les photos dans un film. Bravo. Oui, c'était une opportunité vraiment à saisir. C'était super. Et puis j'ai fait quelques photos de plateau sur le film. Donc c'était une expérience assez chouette que j'avais jamais eue. Donc c'est ça la richesse de mon métier de photographe. Je dirais spécialiste de rien, mais une connaissance de tout. Si tu avais à faire une photo du Perche, quelle serait la caractéristique de ta photo ? Mission impossible. Est-ce qu'on peut mettre à la fois du paysage, du bâti, des chevaux Je dirais peut-être mettre de l'amour, tout simplement. De l'émotion, du sentiment. Voilà, de l'amour.